peut-être un nouvel organe hein, qui est le microbiote intestinal. Je vais essayer de vous en convaincre. Et donc c'est une conférence qui a pour but de vous alerter sur ce dont on a déjà parlé dans la première conférence, c'est-à-dire le microbiote intestinal, sa connaissance actuelle, et on en est aux prémices de ce qu'on sait. Donc c'est vraiment un champ de recherche qui s'ouvre devant nous. Alors je vous propose de suivre le plan suivant. D'abord d'essayer de retenir ce qu'est le microbiote intestinal, quelles sont les grandes caractéristiques et pourquoi on le connaît si mal aussi. Ensuite, quelques fonctions, les fonctions dont on a déjà parlé sur le métabolisme et la protection. Et enfin, de vous dire ce qu'on sait aujourd'hui de la transplantation fécale et donc de ce champ de traitement. Alors, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes présents dans le tube digestif. Donc, on a tendance à le réduire au nombre de bactéries, mais retenons qu'il y a également des virus, et notamment des phages, qui sont les prédateurs numéro 1 de ces bactéries. Donc déjà, on peut imaginer des équilibres entre ces bactéries et ces phages, mais aussi des champignons, et puis d'autres micro-organismes entre les prokaryotes, les eucaryotes, qu'on appelle les archées. Bref, beaucoup de monde dans le tube digestif. Alors, ce qui les caractérise sont plusieurs particularités, et l'une des caractéristiques majeures et qui rend ce champ de recherche vraiment difficile, c'est que les conditions pour cultiver ces micro-organismes sont extrêmement difficiles à reproduire dans des tubes à essai, pour tout un tas de raisons, hein, de substrat, de température, de pression, de conditions d'oxygène, d'anaérobiose, de pH, d'oxydoréduction. Et donc, la connaissance a dû passer par d'autres techniques que la culture. Et si on regarde par exemple que les bactéries, eh bien, la fraction cultivable, eh bien, c'est simplement 20% de la fraction connue. Et donc, si vous voulez avoir accès à 80 ou à 100% de l'information, on doit passer par d'autres techniques que la culture. L'une des autres caractéristiques, c'est la loi des grands nombres. On en a parlé tout à l'heure. 10 puissance 11, 12 par millilitre de contenu. Et au total, si on s'intéresse simplement aux populations bactériennes, c'est 10 puissance 14 bactéries en totalité chez un même individu. C'est-à-dire un chiffre très difficile à imaginer. Effectivement, ça correspond à 10 fois le nombre de cellules que compose un corps humain. Donc il y a une biomasse que nous hébergeons dans notre tube digestif qui est, si on considère qu'une bactérie est un être unicellulaire, de 10 fois plus de cellules que de cellules dont nous sommes faits, avec une grande diversité d'espèces, plus de 1000 espèces par personne. Et donc, voilà, en utilisant des techniques de biologie moléculaire, de séquençage à haut débit, eh bien, on arrive à avoir une image du microbiote intestinal. Alors, ce sont des bactéries qu'on ne connaît pas, hein, qu'il a fallu nommer, et des groupes même bactériens qu'on connaît peu. Et les trois grandes divisions de bactéries, donc les superfamilles de bactéries, sont les firmicutes. Autant dire que ce sont des bactéries extrêmement anaérobies, hein, extrêmement sensibles à l'oxygène, les Bacteroidetes et les Actinobacteria. Retenez ce schéma avec ces trois grands superfamilles de bactéries. Alors, ce qui est compliqué aussi pour cet organe, si on considère que c'est un organe, c'est qu'il n'est pas présent du tout à la naissance. Et donc, chez tous les mammifères, comme ici mon petit-neveu, eh bien, à la naissance, on a un tube digestif stérile. Et puis, dans les minutes, dans les quelques instants, les premiers instants de vie, les bactéries de l'environnement vont pouvoir transiter ou coloniser le tube digestif, hein, sous le coup de l'environnement et de facteurs d'hôtes. Et bien sûr, le moyen de délivrance, l'allaitement, etc., va modifier la séquence d'implantation de ces bactéries dans le tube digestif. Et chacun d'entre nous va acquérir finalement, en quelques mois, années, tous les auteurs ne s'accordent pas sur ce, mais c'est sûrement une grande variabilité interindividuelle, entre 2 à 6 ans à un microbiote dit adulte, voilà, qui va constituer cette entité qui va être relativement stable finalement au cours du temps dans le tube digestif. La séquence d'implantation de ces bactéries dans le tube digestif est sûrement quelque chose de majeur, puisque c'est lors de cette implantation dans le tube digestif que va se mettre
toute une série de facteurs physiologiques en jeu, notamment la maturation et la fin de la maturation du système immunitaire et du GALT, muqueux digestif. Alors, si on prend un échantillon de sel et qu'on extrait les bactéries, et qu'on regarde les gènes de ces bactéries et qu'on les amplifie d'une certaine technique, on peut obtenir pour un individu un code barre avec une barre correspondant à une bactérie majeure de cet échantillon fécal représentant donc de l'écosystème intestinal. Et lorsqu'on compare ici par exemple 14 individus, eh bien, on voit qu'il y a des barres qui sont communes à ces individus et puis des profils quand même qui sont différents d'un individu à un autre. Donc il y a une variabilité interindividuelle et quand on regarde le même profil chez un même individu prélevé au cours du temps, ici c'est sur une période de 2 ans, eh bien on voit qu'il y a une grande stabilité du microbiote dominant. Mais il va y avoir bien sûr des moments dans la vie où les choses vont se perturber. Des modifications alimentaires, une antibiothérapie, on en a parlé, une infection intestinale, une poussée de maladies inflammatoires et sûrement bien d'autres facteurs que l'on ne connaît pas. Donc il y a de grandes équipes aux États-Unis qui, par exemple, monitorent jour par jour le microbiote intestinal. Et on voit des variations. Si on regarde en grande dominance, les grandes superfamilles et les grands groupes bactériens restent stables. Mais quand on regarde plus en profondeur, au niveau des espèces bactériennes, il y a quand même des modifications, même journalières. Là, je vous montre ce que fait une antibiothérapie, l'érythromycine prise 500 mg pendant 4 jours. Eh bien, ça agit sur le profil de flore comme une véritable catastrophe écologique. On en a parlé, et bien sûr, ça modifie le microbiote. Ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est que après 4 jours, lorsqu'on continue à monitorer ce microbiote intestinal et qu'on le suit, eh bien, on voit que le profil de flore revient à son état de base spontanément en 30 jours, 60 jours ici dans ce papier. Mais on commence à mieux en mieux connaître ce mécanisme qu'on a appelé la résilience du microbiote intestinal, une sorte de retour à l'équilibre après une perturbation. Alors, qu'est-ce qui sous-tend ces mécanismes de résilience? On ne le sait pas bien, mais plein de choses qui viennent de l'hôte et qui viennent aussi des bactéries. Et c'est vraiment un champ très important, c'est des études très dynamiques, écologiques. Donc les conditions du tube digestif font que des bactéries sont bien adaptées à un individu. Donc ces bactéries vont pouvoir retrouver leur niveau initial. Ça passe aussi par du dialogue interbactérien. Vous savez que les bactéries dans le tube digestif échangent grâce à des petites molécules comme des fourmis pour échanger des informations par leurs antennes. Et bien d'autres mécanismes sont à l'œuvre. Je crois que là aussi, il y a encore des pans entiers de recherche pour ce mécanisme et cette résilience du microbiote intestinal. Et puis, dernière caractéristique, peut-être strate un peu de complexité, mais qui est vraiment majeure à comprendre, c'est que finalement, toutes ces bactéries, et aussi ces virus et ces champignons, eh bien, sont un potentiel de gènes énorme. Donc, nous hébergeons au sein de notre tube digestif un autre génome. Et si on met, par exemple, bout à bout tous les ADN bactériens pour un individu, avec toutes les bactéries de son tube digestif, on obtient pour un individu ce qu'on appelle un métagénome qui correspond à 10 puissance 8 gènes, soit 100 à 150 fois le génome humain. Donc après les années de séquençage du génome humain, on entre dans le séquençage du métagénome humain qui donc permet d'avoir accès à la totalité de l'information génomique portée par au moins les bactéries et donc tous les gènes potentiels et donc les fonctions et les clusters de fonctions de ces gènes. Et donc prolifèrent dans les pays développés des projets de métagénomique à haut débit avec plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros ou de dollars. Aux États-Unis, mais aussi en France, on est assez leader dans ce domaine. Alors ça va nous permettre de connaître les fonctions putatives, potentielles, portées par la flore d'un individu, d'accord ? Et bien sûr, on va aller de plus en plus vers
ce qui est réellement exploité comme fonction dans les tubes digestifs. Donc on va aller de la métagénomique à la métabolomique ou à la métatranscriptomique pour considérer quelles sont les parts vraiment actives la part active de tous ces gènes que l'on porte dans le tube digestif. Alors ça va permettre de connaître les fonctions essentiellement et les fonctions de relation entre ce qu'on héberge dans le tube digestif et l'hôte, et qui forment une vraie symbiose et qui participent à l'homéostasie du tube digestif comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, quand on regarde vraiment de très très loin les fonctions, il y a deux grandes fonctions. Fonction métabolique, je vais en dire un mot, et les fonctions de protection et de participation à la maturation du système immunitaire. Alors, les fonctions métaboliques, c'est assez intéressant. On sait que les bactéries dégradent les sucres qui n'ont pas été absorbés et les protéines, fermentation, putréfaction. Et puis, on vient de découvrir, il y a une petite dizaine d'années, que ces bactéries participent au contrôle du stockage des graisses. Et ça, c'est très, très intéressant pour tout un champ de pathologie. Donc, si ceci est vrai, il devrait y avoir, dans une situation un peu extrême, comme chez un obèse, une modification du microbiote intestinal. Donc c'est ce terme-là, cette notion-là que j'aimerais vous faire sentir, c'est le terme de dysbiose, c'est-à-dire déséquilibre dans la composition du microbiote. Vous avez un microbiote ici normalement charpenté, avec ses grandes superfamilles, ses groupes, avec des bactéries plutôt bénéfiques et quelques bactéries délétères, soit pour le métabolisme, soit pour la protection. Et puis dans une situation ou une autre, eh bien, on peut être en situation de dysbiose, avec la perte surtout de bactéries bénéfiques et, comme c'est un vrai équilibre écologique, eh bien, l'expansion de bactéries moins protectrices ou délétères. Alors, est-ce qu'on observe ça chez l'obèse, par exemple? Donc, reprenons le schéma là, des trois grandes superfamilles et prenons un modèle de souris obèses, qui sont des souris qui ont été invalidées pour un gène qui s'appelle la leptine, des souris OBOB, invalidées pour ce gène. Et regardons la composition en superfamille. Eh bien, on voit que dans ce rapport entre ces deux grandes divisions, la Firmicutes bacteroides, chez les souris lean, c'est-à-dire minces, eh bien, il est de cet ordre-là. Et chez les souris OBOB, vous voyez, vous avez une expansion des firmicutes aux dépens des bactéroïdes. Donc un déséquilibre clair, une dysbiose. Je vous le dis tout de suite, ça a été retrouvé chez l'homme, ces mêmes modifications. Mais ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est lorsqu'on prend la flore donc dysbiotique des souris OBOB et qu'on les transfère chez des souris sauvages. Je vais vous dire comment on peut le faire. Eh bien, on observe chez un certain nombre de souris un phénotype obèse. Donc, on va conférer un phénotype par le microbiote. D'accord? Donc, il y a bien une sélection par un terrain génétique du microbiote intestinal qui lui-même est capable d'orienter le contrôle des graisses et de modifier le phénotype d'une souris sauvage. Alors, les souris, c'est très facile de faire un transfert du microbiote. Ce sont des êtres coprophages. Donc, vous les mettez dans une cage. Elles vont commencer à échanger leur flore au bout de leur microbiote, puisqu'elles vont faire du rattrapage énergétique en mangeant les déchets, leur déjection. Et donc, au bout d'un certain temps, dans la même cage, vous aurez la flore qui est partagée et la même chez toutes les souris. Si vous mettez par exemple des souris que vous les élevez sur des cages, sur des grillages, et qu'elles ne peuvent pas être coprophages, elles vont perdre du poids et finir par mourir. Donc, chez l'homme, c'est plus compliqué. En tout cas, pour ce qui est des fonctions métaboliques, il y a un énorme intérêt à connaître le microbiote pour tout un tas de maladies, l'hépatite, les stéatohépatites dysmétaboliques, mais sûrement alcooliques aussi, la cirrhose, le développement de CHC, j'ai lu quelques papiers intéressants là-dessus, et le syndrome métabolique, qui est plus ou moins reconnu comme syndrome, peu importe. Le premier essai de transplantation fécale randomisée a été fait dans ce champ-là, donc chez des patients qui avaient un syndrome métabolique, publié dans Gastroentérologie l'année dernière, 9 patients qui ont été randomisés pour recevoir soit un microbiote de quelqu'un d'autre, donc une vraie transplantation fécale, soit leur propre microbiote, et les auteurs ont regardé
chez ceux qui reçoivent des paramètres de sensibilité à l'insuline périphérique ou hépatique. Bon, c'est des critères discutables, mais en gros, retenez que chez les patients qui avaient donc une transplantation, eh bien, il y avait de flore par quelqu'un d'autre, et il y avait des modifications de ce paramètre de la sensibilité à l'insuline, donc moins d'insulinórésistance finalement, alors qu'on ne le retrouvait pas chez les patients qui avaient eu pas de transplantation de flore. Pareil dans le foie. Donc c'est vraiment le premier essai. Donc c'est assez intéressant de voir que ce concept peut aboutir chez l'homme aussi, et non plus chez la souris, à une approche thérapeutique. Alors j'en viens à la deuxième grande fonction qui vous intéresse aussi, qui sont les fonctions de protection. Donc l'effet de barrière, cet effet de barrière qui n'est pas seulement un effet d'occupation de l'espace, mais avec bien d'autres mécanismes. Mais on sait que la plasmocytose à IgA, eh bien, le répertoire de ces plasmocytes à IgA est sous la dépendance vraiment de la présence du microbiote, que la tolérance des allergènes alimentaires est sous la dépendance de la présence du microbiote, que l'orientation de la réponse immune, la balance surtout des T-régulateurs de la voie TH17 dépend, en tout cas chez l'animal, de la présence du microbiote, que beaucoup de paramètres écologiques comme la présence d'antibiotiques locaux dans la muqueuse, que sont les peptides antimicrobiens, dépendent aussi de la présence de ce microbiote, et même que peut-être la prolifération épithéliale et donc le cancer colorectal, la carcinogénèse locale peut être sous la dépendance de certains facteurs microbiens. Donc ça ouvre bien sûr là le champ d'application de cette connaissance à de nombreuses pathologies. Alors je vous montre pour ce qui est des maladies inflammatoires quelque chose d'assez extrême, mais qui est un peu comme l'équivalent pour l'obésité. Donc là, c'est des souris vraiment très contraintes sur le plan immunitaire, puisqu'elles sont invalidées pour deux gènes très importants, RAG2 et Tibet, qui sont vraiment des facteurs de différenciation T et B et de la voie TH1. Donc ces souris invalidées pour ces deux gènes, Tibet, RAG2, développent une colite spontanée. Donc ça s'appelle le modèle TRUC. Donc c'est Wendy Garrett aux États-Unis qui a fait toute une série de papiers ensuite à partir de 2007. Donc elle a traité ces souris par antibiotiques et elle a observé qu'il n'y avait plus de colite ou moins de colite. Donc une prévention de cette colite par les antibiotiques, ok, ça passe par le microbiote. Mais chez les souris qui avaient donc des femelles qui avaient des descendants et qui avaient été traités par antibiotiques de façon prolongée, eh bien les descendants, ces enfants, les petits, les nouveau-nés, n'avaient pas de colite. Donc il y a une sorte de protection d'un facteur, une transmission verticale d'un facteur protecteur. Et puis, de la même façon qu'avec les souris obèses, lorsque vous mettez ces souris-là très contraintes, qui vont donc acquérir un microbiote particulier, en présence de souris sauvages et que vous les mettez à la même cage, donc ils vont s'échanger le microbiote, eh bien on observe une colite chez les souris sauvages. Donc là, une image de transmission horizontale, comme si ce microbiote était colitogénique. Donc on voit bien la contrainte immunitaire, la sélection d'une microbiote, d'une flore particulière, qui lorsqu'elle est transférée, transfère aussi le caractère agressif et du microbiote. Donc on imagine que la dysbiose de ces souris-là participe vraiment à la survenue d'une colite. Donc, grand intérêt à connaître le microbiote pour toutes les pathologies inflammatoires, maladies inflammatoires chroniques intestinales. Moi, je suis gastro-entérologue dans le même hôpital que le docteur Galbois et on s'intéresse beaucoup à ces maladies. Le cancer colorectal, le trouble fonctionnel, mais aussi les infections et les colites per- ou post-antibiotiques. Et au sens plus large, l'orientation immune. Donc il y a d'autres groupes de maladies dermatologiques, allergiques, rhumatologiques qui vont être impliqués dans ce champ-là de recherche. Alors je vous montre les résultats de transplantation de ce microbiote qui ont déjà été réalisés. Et essentiellement dans cette pathologie que sont les colites et les infections associées à la présence de Clostridium difficile. Depuis 2005, plus de 20 publications dédiées, plus de 300 patients traités à travers le monde. Et pour cette indication-là que sont les infections à Clostridium difficile, une méta-analyse de 11 études non randomisées, puis je vais vous montrer la dernière étude qui est apparue l'été dernier.
Et donc, lorsqu'on regarde les résultats, ça s'adresse plutôt à des sujets âgés. Et le contexte était plutôt des infections à Clostridium difficile rebelles, récidivantes malgré des traitements bien conduits par métronidazole et vancomycine. L'efficacité de la transplantation fécale était près de 90%, avec un recul de 3 à 6 mois et très peu ou pas d'effets secondaires. On pourra en reparler. Alors, comment ça se fait en pratique? Parce que peut-être qu'un jour, ça sera une des options thérapeutiques qui sera proposée pour certaines pathologies. Eh bien, on essaie de trouver un donneur, souvent dans la famille, qui a certaines caractéristiques, donc pas pris d'antibiotiques pour ne pas modifier sa flore, qui a bien sûr des tests négatifs dans les selles, qui a des sérologies pour ne pas transmettre des virus. On en prend un certain nombre de milligrammes qu'on mixe, qu'on filtre, et en temps réel ou après congélation, il y a plusieurs protocoles, eh bien, on réinstille cette soupe à partir d'un échantillon fécal, soit par une infusion duodénale, soit par des lavements, soit au cours d'une coloscopie. Et dans la plupart des études, c'est au cours d'une coloscopie, chez des patients donc, qui ont l'indication, qui sont donc les receveurs. Et ensuite, on regarde les résultats. Donc, 83% d'efficacité en 1 à 7 jours. Et sans récidive à la fin du suivi. Alors, il y a eu des infections, une péritonite, et aussi le développement peut-être, mais c'est très rare, on pourra en discuter, de pathologies auto-immunes à long terme. Mais tout ça a abouti quand même à un premier essai randomisé qui a été publié donc, l'été dernier, qui s'intéressait donc au traitement de la récidive Clostridium difficile, 43 patients dans 3 groupes, donc la transplantation fécale, la vancomycine ou vanco et un lavage du tube digestif. Et vous voyez les résultats dans le groupe transplantation fécale, après une première transplantation où on pouvait en avoir une deuxième, qui est tout à fait extraordinaire comme résultat, et qui va aboutir à ce qu'on demande auprès de la l'ANSM, l'Agence du médicament, de pouvoir réaliser ce type de traitement dans cette pathologie en tout cas. Je passe sur ça. Donc la transplantation fécale finalement est un traitement très pragmatique avant qu'on comprenne bien quelles sont les bactéries les plus importantes ou leurs métabolites les plus importants qu'on pourrait apporter dans telle ou telle pathologie. Donc il y a de la recherche pour mesurer l'efficacité, les effets secondaires, les mécanismes d'action bien sûr, et puis ce phénomène de résilience, pour savoir s'il faut refaire une transplantation fécale au bout d'un certain temps. Les conditions de délivrance de cette procédure, eh bien, je participe à un groupe à la l'ANSM pour l'autorisation des essais cliniques, et on va parler aussi hors essais cliniques, comment est-ce qu'on peut accéder à ce traitement. Et puis, bien sûr, en parallèle de cette technique et de ce concept, il faut privilégier aussi les alternatives, c'est-à-dire ne pas reprendre un donneur peut-être, mais avoir un mélange de bactéries qu'on pourrait faire pousser ou qu'on pourrait acquérir et donner à des patients qui pourraient en avoir besoin. Les processus de congélation qui sont peut-être plus simples que de faire une transplantation en temps réel dans les 6 heures, parce que vous avez bien compris que dès qu'on sort ces bactéries du tube digestif et qu'elles sont soumises aux conditions d'aérobie, eh bien elles meurent pour la plupart et très rapidement, ou alors donner éventuellement directement les métabolites actifs. Voilà, en conclusion, retenez que le microbiote intestinal est effectivement un nouvel organe, et c'est bien d'avoir un nouvel organe pour s'asseoir sur de nouvelles physiopathologies, de nouveaux traitements éventuellement, mais que c'est un organe qu'on ne connaît pas encore très très bien. Il est assez complexe, il est fait de bactéries surtout non cultivables et d'autres micro-organismes, et qu'il est dans un écosystème bien particulier, qu'il exerce des fonctions sur la physiologie et donc important à ce titre en physiopathologie, et que la transplantation fécale va trouver sûrement sa place. Il faudra encore préciser les indications, même si celle du traitement de la récidive de Clostridium difficile semble vraiment bien établie, mais il y en a sûrement d'autres. Préciser les modalités et faire de la recherche à ce sujet. Je vous remercie de votre attention.